Bienvenue dans Elles Inspire Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Avec Isabelle, on aborde aujourd'hui un sujet que beaucoup de femmes évitent encore, l'argent. Pas les chiffres froids, mais ce que l'argent révèle sur la façon dont on se perçoit, dont on s'autorise à réussir, dont on ose ou non affirmer sa valeur. Ce mois-ci, on explore ce que ça change de regarder l'argent en face, de déconstruire nos croyances héritées, de sortir du silence et de comprendre que s'émanciper financièrement, c'est aussi une façon de se choisir. Je suis Marine, j'accompagne les femmes à affirmer leurs compétences avec audace, à reconnaître ce qu'elles portent déjà et à oser le montrer. Ce podcast est l'endroit où ces histoires prennent voix. Et surtout, souviens-toi, ce que tu sais faire mérite d'être entendu. Bonjour Isabelle, bienvenue dans le podcast. Bonjour Marine, merci de me faire co-créer avec toi cet enregistrement. Alors, on est ensemble aujourd'hui pour parler d'un vrai sujet, un sujet qui est hyper important, mais un sujet qui reste quand même un peu tabou, surtout chez les femmes. Et j'ai très hâte qu'on aille justement un peu creuser tout ça. Mais avant qu'on commence, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Donc je m'appelle Isabelle Legac. Dirais sur moi que j'ai une passion. Ma passion, c'est de soutenir et de développer l'émancipation financière des femmes. Aujourd'hui, ma passion m'a conduite à être money coach, c'est-à-dire une femme qui va aider d'autres femmes, des entrepreneurs la plupart du temps, à arrêter de se minimiser quand elles parlent d'argent et à se payer pour de vrai. L'argent, c'est un sujet qui est complètement tabou en France, mais en tout cas, la parole se libère du côté des femmes, ça c'est cool. Je suis arrivée dans le métier du coaching par rapport à mon histoire de vie. Je viens du monde de la finance dans lequel j'y ai passé 15 ans. Et puis, un jour, très subitement, ma vie a basculé. Elle a basculé quand mon mari est décédé. Et je pensais que j'étais une femme émancipée avec l'argent. Et en fait, en vrai, j'ai réalisé que j'avais des croyances énormes, une histoire familiale à porter, des injonctions de la société qui étaient lourdes et malheureusement bien ancrées. En tout cas déjà pour moi, et ensuite après je me suis formée, je me suis certifiée, voilà, pour, être l'accompagnante la plus intègre et sincère et transformatrice pour les femmes, parce que ça reste un sujet intime Mmh. néanmoins. Mais ça a été, voilà, mon switch, il est là. Donc ce que je fais aujourd'hui, ça me passionne, Ouais. et ce qui m'anime, c'est de voir les femmes reprendre, quand elles reprennent leur souveraineté financière, quand elles reprennent leurs décisions. Ça touche, voilà, à l'identité et à la fois aussi au leadership. Pour commencer, moi j'aimerais bien que on s'attarde déjà sur comment t'es arrivée dans la finance au début, parce que c'est pas un secteur qui nous Mmh. vient forcément en premier en tête. Déjà quand on est une femme, ensuite voilà, quand on fait nos études, c'est pas forcément vers là où on se dirige qui nous vient en tête en premier. Comment toi, ton cheminement il s'est fait pour que tu sois intéressée par ce secteur-là? Ça s'est tracé naturellement. J'avais des facilités avec les chiffres, Ouais. dans la facilité à les lire, facilité à les comprendre, à les faire parler entre eux. Donc j'ai suivi des études de gestion. Ensuite, j'ai pris un 3e cycle, bah, une 5e année, maintenant on appelle ça un master 2 en ingénierie financière. Donc là, j'ai vraiment passé un level beaucoup plus, finance de marché, Mmh. un niveau mathématique beaucoup plus élevé, avec des spécialisations hyper pointues. Ouais. Ça nourrissait vraiment mon cerveau parce que j'ai, je pense, une facilité, ouais, à jouer Mmh. avec les chiffres. En tout cas, ça s'est posé naturellement. J'ai travaillé à la Caisse des dépôts et consignations, je me suis occupée de portefeuilles, des portefeuilles avec, des millions d'euros. Je crois que mon plus gros compte, il avait 1 milliard d'euros à l'époque. C'est des sommes, maintenant avec du recul, je trouve ça à la fois astronomique et à la fois, dans un standard de gestion de finances. Mmh. Ensuite, je me suis mariée, donc j'étais amenée aussi à déménager. Mon conjoint était, militaire, donc on a quand même déménagé, et c'était à moi de retomber sur mes pattes. Donc de la finance, j'ai basculé au contrôle de gestion. Le contrôleur de gestion, c'est un peu monsieur ou madame chiffre dans l'entreprise. C'est quelqu'un qui va avoir à capter tous les chiffres, que ça soit le budget, donc vraiment les finances, tous les indicateurs de l'entreprise, et qui, avec ça, va traduire les objectifs de Mmh. la direction et les retranscrire dans les services. Donc j'ai travaillé dans des secteurs comme l'assurance maladie, où il y a des centaines, presque de milliers d'indicateurs. C'est un des systèmes pour moi les plus complexes en France, et ouais, ça demande, c'est comme, imagine
pour ton audience, imagine que tu pilotes un avion de chasse. Voilà, ça c'était mon quotidien et aujourd'hui dans mes accompagnements, c'est comme si j'étais en voiture en fait. Voilà, c'est Ouais. les tableaux de bord sont on reste sur des tableaux de bord, mais ça reste, à des niveaux où monsieur, madame, tout le monde, voilà, tout le monde a son permis. Quand on Mmh. est bien formé, on a un moniteur auto-école qui nous guide. Peu de personnes savent qu'on pilotait un avion ou un avion Mmh. de chasse, c'est encore autre chose, ouais. J'ai rencontré des bonnes personnes, mais après c'est un univers qui est quand même dur pour la femme. Je Ouais. dirais moi avec du recul, on m'a demandé beaucoup, beaucoup de pression. Là où ça commençait à coincer, c'est quand on me demandait un petit peu des fois de toiletter les chiffres. Ça coinçait au niveau de mes valeurs. Alors, avec ce que tu viens de nous expliquer, moi j'ai envie qu'on débunk tout de suite quelque chose. Une OK. idée un peu reçue qui voudrait dire que soit on est bon avec les chiffres, soit on l'est pas, et que si on l'est pas, bah de toute façon on comprend rien et du coup autant pas s'y intéresser, etc. Alors que, en tout cas à mon sens, les chiffres c'est un outil. C'est un outil qui en plus a de la puissance et que justement, même si on n'est pas si fort que ça dans les chiffres, on peut quand même par certaines entrées, peut-être aussi en se faisant parfois un petit peu aider, réussir à utiliser cet outil dans son intérêt pour pouvoir progresser et atteindre ses objectifs. Je vais rebondir sur ta question en remettant du contexte. Donc, les chiffres quand on est à son compte, ça va être vraiment une boussole. Et pour moi, c'est très inclusif, les chiffres avec l'intuition. Je pense dans ton audience, il y a beaucoup de femmes. Je suis une femme, voilà, j'ai aussi envie de partager cet angle-là. Considérer que les chiffres, c'est surtout la finance, c'est surtout du bon sens. La plupart du temps, ça demande de connaître deux opérations: addition, soustraction, niveau primaire, école primaire. Il y a beaucoup encore, je pense, d'idées préconçues et reçues autour des chiffres. Et il y a aussi le fait qu'à l'école, quand on est une fille, alors, à mon époque, ou en tout cas, j'ai quand même souvenir que les maîtresses disaient à certaines petites filles: «Bon, bah, c'est pas grave, tu pas bonne en chiffres, tu seras bonne en c'est plutôt pour les garçons et Mmh. toi, tu seras bonne en langue ou en dessin». Donc il y a déjà aussi des choses qui sont engrammées depuis l'enfance, qu'on a entendues et ces choses-là, c'est comme des petites graines qui sont plantées dans notre tête et qui, quand une, petite fille qui après devient une femme peut avoir des atypies ou une certaine, appréhension avec les chiffres ou en tout cas quand on lui a fait comprendre ou qu'on l'a humiliée aussi en classe, hein, parce que Mmh ça arrive, mh. ça crée des blocages et par la suite, bah, ça crée aussi des croyances, qu'on n'est pas capable, que c'est pas fait pour nous, que ça va être trop difficile. Moi, je suis vraiment une personne qui est là pour dédramatiser. Les chiffres, c'est vraiment à voir comme des amis. Par contre, quand on est vraiment au stade où on en a peur, où on est bloqué, c'est bien de se faire aider pour ça, Mmh. parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui se passent dans le corps et ramener au niveau business, bah oui, c'est important de savoir où on va, si notre entreprise Ouais. se développe sur le bon rythme et c'est toujours important de le faire avec son intuition. C'est pas tout chiffre ou toute intuition, c'est de savoir relier les 2. C'est vraiment ce qui est chouette et moi, ce que j'aime vraiment, transmettre, c'est qu'on est inclusion, on est dans un écosystème et faire des ponts entre les 2 pour que notre intuition ou ce qui vient vraiment de notre cœur soit aussi notre moteur, hein, Mmh. et puis qu'on puisse se rattacher à des choses concrètes, fiables, tangibles qui sont, les chiffres. Mmh. Parce que notre cerveau, lui, il va avoir tendance à faire quoi? Il va avoir tendance à nous tromper. Il va avoir tendance à amplifier ou à diminuer et le simple fait de se poser sur les chiffres, de les mettre au clair, déjà la clarté attire l'argent. L'argent aime la clarté et ça 2e chose, ça t'enlève la charge mentale. Mmh. Quand tu sais ce qu'il y a ou ce qu'il y a pas, voilà, quand tu sais où tu en es, ça te, libère de la charge mentale pour faire autre chose. Ben, ton autre chose, c'est ton quotidien d'entrepreneur, ton métier, ton expertise, tes clients et cetera. Et si on prend des exemples peut-être, un peu pratico-pratiques en termes de, réflexions qu'on peut avoir, de questions qu'on peut se poser, de, quelles compétences j'ai ou quelles compétences j'ai pas pour se raccrocher un peu au concret, qu'est-ce que toi tu irais chercher? Alors je le remettrai dans un contexte. Donc moi, les questions que les personnes peuvent se poser, c'est, est-ce que je suis légitime pour poser ce prix? Hem, est-ce que je me paye assez? Pourquoi je me paye pas assez? Est-ce que je suis pas quelqu'un d'égoïste parce que j'ai envie d'avoir plus d'argent? Mmh. Les premières questions, pour creuser, c'est déjà d'avoir une meilleure connaissance de comment on fonctionne. Pourquoi je dis ça? C'est pas pour enfermer la personne, mais dans la thématique de l'argent. L'argent vient nous mettre en lien avec nos comportements et nos motivations profondes. Chaque personne a sa façon naturelle de rentrer en lien avec l'argent.
Il y en a, ça va être le risque, d'autres, ça va être le partage, d'autres, c'est la connexion, d'autres, c'est le besoin de reconnaissance. Et de savoir comment on fonctionne va donner quelque chose de très révélateur, quelque chose qui va venir illuminer, apporter des réponses de ah mais oui, mais je me reconnais là-dedans. Voilà, ça c'est pour moi une étape qui va vraiment permettre à la personne d'être dans un nouveau regard, Mmh. pas forcément tout de suite une acceptation, mais dans ah mais je me reconnais. Enfin il y a enfin quelqu'un qui comprend comment je fonctionne. Ou enfin moi je comprends comment je fonctionne. Ouais. Et après, ça serait de passer de la connaissance à l'expérimentation. C'est-à-dire qu'on peut être très très bon dans une thématique en théorie, et puis si je te donne un exemple, c'est si tu apprends à nager, tu vas pas apprendre à nager avec des vidéos YouTube. Il y a un moment, tu vas peut-être lire des bouquins et te former, enfin en tout cas avoir une vue de l'écosystème, de comment je dois mettre un maillot, un bonnet de bain et tout ça, mais pour aller vraiment nager, tu vas te mettre dans le grand bain. Et ben Ouais. aussi avec sa relation avec l'argent, tu peux connaître des choses en théorie, mais ce qui va vraiment changer, c'est d'aller expérimenter, dans la matière, te dire capable de modifier tes prix, de comprendre pourquoi, d'assumer la valeur de ce que tu Mmh. apportes, de comprendre que on apporte une transformation dans nos services, dans nos offres, et vraiment relier ça à ce que tu vas apporter à tes clientes, et sortir de tes conditionnements, de tes modes de fonctionnement habituels. Cette démarche, elle demande quand même un petit peu de temps. Mmh. Mais une fois que tu es dans la volonté, en tout cas dans l'envie de grandir, de passer à un autre cap, c'est comme un entraînement en fait, comme un sportif. Au début, ouais, c'est un petit peu maladroit, et puis c'est un chemin que tu vas améliorer au fur et à mesure. Moi, j'aime bien dire, enfin vraiment, j'ai cette croyance que la relation qu'on a avec l'argent, surtout quand on est à notre compte, c'est quelque chose qu'on va à travailler toute notre vie. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des paliers à passer, et à Mmh. chaque nouveau palier, il y a des nouvelles croyances qui vont s'installer, et ça va être intéressant, d'aller, à chaque fois, regarder les zones aveugles et de passer des caps. Du coup, si on synthétise, ce qu'il faut, c'est de l'honnêteté pour avoir ce regard honnête envers soi-même. Honnête, ça veut pas dire, qu'il faut déjà avoir passé tous les paliers. C'est de se dire honnêtement, voilà, je sais que j'ai ce biais-là qui se met en place et maintenant que je le sais, je vais pouvoir, de temps en temps faire la balance, le compenser un petit peu et avancer comme ça avec, prise de recul et honnêteté. Et puis la deuxième compétence que tu as aussi beaucoup citée, c'est la patience. C'est de faire les choses petit à petit et pas vouloir être déjà, à l'arrivée, mais voilà, prendre les choses les unes après les autres. Peut-être Ouais. aussi travailler sur chacun des biais les uns après les autres et pas vouloir tout mettre en place, dès le premier pas et puis d'apprendre en faisant. Donc d'avoir cette patience d'expérimenter, de comprendre ses erreurs, de se réajuster et ça, c'est des compétences fortes. Et je reviens sur ce que tu viens de dire, d'apprendre de ses erreurs. Ouais. C'est l'apprentissage, c'est encore quelque chose qui est sous-évalué ou sous-valorisé en France. La vie d'un être humain, pour moi, c'est une vie d'expérience. Donc se priver de l'apprentissage, c'est se priver de grandir. Le cycle de la vie, on le voit dans le règne végétal, c'est la croissance continuelle. Mettre sous le tapis le fait qu'on peut se tromper, ou en tout cas le dramatiser, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est dommageable dans nos cerveaux. Encore une fois, je vais reparler de l'école, mais notre système éducatif ne nous Mmh. aide pas, n'est pas résilient pour aider les enfants à devenir des adultes résilients qui vont avoir envie d'oser et d'avoir de l'audace. Ouais. Et c'est encore plus amplifié quand on est une femme. Donc moi, je suis vraiment quelqu'un qui va mettre en avant le fait que se tromper, c'est OK, apprendre, c'est OK. Et je partage aussi souvent mes erreurs. Mmh. Et voilà, je vais profiter du podcast pour partager aussi à tes auditrices, à ton audience, que ma première entreprise, je l'ai fermée. Pourquoi? Ma première micro-entreprise? Parce que je n'étais pas rentable. Mmh. Et au bout de 2 ans, je n'étais pas rentable. J'ai quitté le monde du salariat à un petit peu dans des conditions pas contraintes et forcées, mais voilà, j'ai quand même fermé la porte un peu brusquement à cet environnement-là. En réaction, j'ai voulu créer ma propre activité qui n'avait rien à voir avec la finance, c'était de la couture, donc je partais en autodidacte total. J'avais en tête, parce que je n'avais aucun background de comment me former quand on est en entrepreneuriat, je me suis dit: «Je vais me lancer toute seule, et de toute façon, moi, je suis la grande big boss des chiffres, donc j'ai pas besoin de suivre
mes comptes, c'est pour les grandes entreprises. Toi, de toute façon, tu es en micro, tu peux tout faire au feeling. Résultat des courses, pas rentable, des prix mal fixés, j'étais mal à l'aise dans la vente et au bout de 2 ans, j'ai regardé en face et j'ai dit: «Non, non, on arrête. Mmh. Isabelle, tu as arrêté tes bêtises». Donc la claque, je me la suis prise alors qu'on pourrait dire: une professionnelle comme Isabelle, c'était facile. Mais en fait, j'ai pris vraiment le truc à l'envers. Donc oui, des erreurs, j'en ai fait. Je partage aussi mon expérience aussi aujourd'hui pour éviter à des personnes de tomber dans cet écueil et des erreurs, j'en ferai encore, mais c'est Mmh. OK. En vrai, je suis pas là pour dire c'est bien de faire des erreurs, mais je dis: «Il y a toujours quelque chose à en tirer. Ouais. Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Qu'est-ce que ça va, où est-ce que, je vais pouvoir grandir? C'est quoi les switches que ça me fait faire?» C'est des étapes, j'allais dire presque nécessaires, mais je vois plus l'erreur comme quelque chose de honteux. Mmh. En fait, ça fait partie de mon parcours. Donc je crois que le vrai switch, en fait, il est là. C'est déjà, il y a une je dis même plus tellement le mot erreur, je pense que c'est quelque chose que j'ai banni de mon vocabulaire. Je dis expérience C'est maintenant. ça. Qu'est-ce qu'elle m'apprend? Quel feedback il me donne? Et en fait, je suis OK de trébucher et de remonter. Oui, une Ça erreur, ça reste une erreur uniquement si on l'utilise pas derrière. À partir du moment où on en fait quelque chose, c'est plus jamais une erreur. C'est vrai. Ouais, ouais, j'aime bien que la façon dont tu le reformules, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais j'aimerais tellement que déjà dès l'école, il y ait cet état d'esprit-là, Mmh. en fait, tu vois? C'est quelque chose qui a été, comment dire? Un parcours d'apprentissage en tant qu'adulte, cet état d'esprit-là. Il est venu se forger parce que j'ai décidé, je trouve dans notre éducation et en tout cas dans le milieu scolaire et professionnel. Dans le milieu Oui, professionnel, j'avais jamais le droit à l'erreur et ça a été un truc qui a été très ouais. dur pour moi. J'étais sans filet, je travaillais tout le temps sans filet. Si je faisais la moindre petit écart, je me faisais ramasser de volée. C'était fatigant, ça décourage, ça prenait beaucoup de charge Mmh. mentale, ça mettait beaucoup de pression. Je pense que j'ai récupéré ça dans mes premières années d'entrepreneuriat. Après, c'est d'un point de vue culturel assez global finalement, parce que même, par exemple, si on est avec ses amis ou autre et ben, c'est difficile de commencer par dire: «Bah, en ce moment, mon entreprise, elle marche pas trop» ou «J'ai perdu un gros client, j'ai pas réussi à le convaincre» ou tous ces Oui, petits des petites choses qui pourraient être justement vues comme des erreurs, comme une «incompétence» entre guillemets, quelque chose sur lequel on n'a pas été suffisamment compétent. C'est pas quelque chose qui est facile culturellement dans notre société, à aborder comme sujet, à aller chercher du conseil dessus. On se concentre sur, dans la communication extérieure, le positif. Voilà, ce que j'ai réussi, ce que j'ai appris, ce que j'ai pu faire, oui, mais oui. C'est vrai et est-ce que tu dis c'est juste souvent en plus c'est amplifié quand notre environnement n'est pas dans l'entrepreneuriat, c'est notre mmh, environnement, moi mon mari il était, marin, militaire, donc avec encore un autre statut mmh, et c'est quelque chose qui faisait très peur de se dire: «Tiens Isabelle, elle va passer à son compte». Déjà quand j'étais salariée, je voyais bien qu'on avait un état d'esprit, enfin quand moi j'étais salariée, lui dans son métier, on avait un état d'esprit qui était vraiment différent et quand je suis passée à mon compte, là, ça a mis un fossé donc je pense que aussi c'est important d'avoir de la maturité dans son couple, de pouvoir parler aussi d'argent, mmh. de pour justement avoir cet espace, de dire quand ça va moins bien. C'est pas qu'on demande la permission, c'est qu'on a besoin aussi d'avoir un espace de soutien pour échanger. Et Je sais pas justement, si ça résonne toi, par ce que rapport je dis. à ton expérience aux femmes avec qui tu as pu échanger, cette transition de, bah, voir l'argent comme quelque chose de difficile, un peu de tabou, d'arriver à, assez peu à voir sa vraie valeur et du coup à y mettre le bon prix. D'ailleurs, que ce soit pour les entrepreneurs ou les salariés, parce qu'aller négocier son salaire, finalement, on revient un petit peu, dans les mêmes conditions. Et justement, une fois qu'elles ont, un petit peu dépassé ce stade, qu'est-ce que ça leur a apporté? Au-delà du fait qu'elles se vendent au bon prix et que tu peux avoir du coup plus d'équilibre financier, mais tu vois, Mmh. personnellement, qu'est-ce que ça a changé pour elles? Qu'est-ce que ça leur a apporté d'autre? Tu veux dire en termes d'identité? Ouais, plus Elles intérieurement, ouais. elles ont arrêté de lutter en fait contre qui elles sont. Mmh. Le grand switch, il est quand elles s'autorisent, quand elles se donnent la permission de gagner de l'argent. Pour moi, une femme vraiment quand elle arrive à assumer ses prix et justement d'en parler, de parler de ses prix sans se minimiser, sans trembler, sans chouiner, c'est le cap, il est énorme. Ça leur donne vraiment ce leadership, qu'elles reconnaissent leurs valeurs,
qu'elles sont OK avec leur ambition. Ça leur donne confiance en elles, ça leur donne l'envie d'activer, de voir les choses aussi en plus grand. Pendant des années, on a réduit la femme avec l'argent, à avoir une attitude de gérer le quotidien, de sécuriser les autres, d'être en soutien pour les autres. La femme n'a pas été en position d'aller investir pour Mmh. elle, d'aller s'autoriser des choses pour elle, de voir grand, de faire voilà du commerce, de se dire je donne beaucoup, mais est-ce que je reçois? Et être dans cette ouverture de maintenant je suis OK pour recevoir, de voir grand et loin. Mmh. D'avoir une vision, de faire travailler son argent. Ça change l'identité en fait. Si elle est généreuse, cette femme, elle va être encore plus généreuse. Toi, il y a quelque chose Ouais, aussi, on vient amplifier ce qui est déjà présent, ouais, une forme de grandeur, quoi. de grandeur, ouais, de souveraineté financière, de reprendre les décisions, de faire pour elle. C'est-à-dire, moi je trouve que les femmes au début, quand elles arrivent dans mes accompagnements, elles se sont un peu sorties de l'équation des Mmh. fois. Parce qu'elles se payent en dernier ou pas souvent, parce elles ont toujours cette image qu'elles vont déranger quand elles parlent de leurs offres. C'est pas tellement la peur de l'argent, c'est la peur d'en parler et surtout d'être jugées. Mmh. La peur d'être rejetée, la peur de passer pour quelqu'un qui a trop d'ambition, qui demande, qui serait presque égoïste. Et quand elles comprennent qu'en fait, c'est naturel, que cette posture de vente, c'est pas forcément quelque chose de revenir à la vente qui, en fait, on est 2 humains qui allons échanger des services. Ça remet de l'humain dans la Ouais. relation. Ça remet, l'argent, l'art des gens, l'art d'être avec les gens, l'art de communiquer, en fait. Et l'argent, il va être là juste pour finaliser une transaction. Quand elles reviennent dans cette posture, elles reprennent beaucoup plus d'énergie aussi, ça devient facile. Mmh. La vente va devenir facile. Ça va plus être un terrain où je me sens en danger, mais c'est un terrain où je m'exprime, tout Ouais, où je suis simplement. assumée. Ouais, ouais, J'assume. ouais. Certaines diraient le côté badass. Moi, j'aime bien dire le côté, voilà, femme qui assume, Ouais, femme qui est décomplexée avec l'argent. Voilà, ça, j'aime bien dire ça. C'est ce que j'observe. ouais. À une relation pacifiée, une relation décomplexée avec l'argent. Oui, quand on est à l'aise avec ce sujet-là, que c'est plus un tabou pour nous, bah, on est forcément plus à l'aise quand on va, négocier, ou quand on va annoncer ses prix ou même quand on va, demander une augmentation de salaire ou qu'on négocie, son salaire pour un nouveau poste. En fait, ce n'est plus Oui. un tabou de soi envers soi et donc on est beaucoup plus à l'aise d'amener ce sujet-là vers l'extérieur, vers l'autre. Exactement. Merci beaucoup Isabelle, on est déjà arrivé au bout de notre échange, mais avant de se quitter, c'est le moment de ton petit challenge. Alors, le challenge que je propose à ton audience, c'est, pour faire le lien avec ce qu'on a dit au début de ce podcast, de cet épisode, de passer un peu de temps avec ses chiffres, que ça soit ses finances perso ou ses finances pro. Prendre un temps au calme, une tasse de thé, un petit truc, de la musique sympa, vraiment sans pression et de dire, j'ouvre mon appli bancaire ou je me mets sur, voilà, ou mon téléphone, et je regarde mes chiffres en me disant: «Quelle relation j'ai envie de nouer avec eux?» Comme si c'était un nouveau copain qui rentre dans ta vie et Mmh. tu dis: «Ben, là, comment je pourrais créer une nouvelle relation?» Et cette relation, elle demande de s'investir un petit peu. Et comme avec une nouvelle, personne qu'on rencontre qui veut rentrer dans notre vie, ça commence par passer un petit peu de temps, quelques minutes par semaine pour se familiariser, sortir de «j'y arrive pas» ou «ça me fait peur» à «j'ose le faire». Super. Et ben ça, c'est du challenge. J'ai hâte de vous voir toutes, parler, prendre le café avec vos tableurs, de suivi financier. J'ai hâte de savoir, comment, cette première rencontre s'est passée aussi, parce que pour certains, ça sera peut-être pas si facile. Merci à toi Isabelle d'être venue à mon micro, d'avoir partagé tout ça, aujourd'hui et puis, bah, je te dis à bientôt. Merci beaucoup Marine, à bientôt. Tu viens d'écouter Elles inspirent Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Et si tu es encore là, c'est peut-être qu'une petite étincelle s'est allumée. Alors faisons-nous un cadeau, partage cet épisode avec une amie, une sœur, une collègue, une femme qui elle aussi a besoin d'entendre que sa voix compte. Abonne-toi, laisse un commentaire, un cœur, parce que c'est comme ça qu'on fait circuler l'audace. Et quand tu auras relevé le petit défi proposé dans cet épisode, viens me le dire, je veux savoir ce que ça a réveillé chez toi. Ta voix compte
et tes compétences sont déjà en train de rayonner.